Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la Maison de la Radio pour ces nouvelles rencontres capitales. Vous le savez, cet événement, orchestré par le groupe AEF, est le carrefour des grands enjeux socio-économiques, éducation, sociale, RSE. Mais ce soir, on va essayer de toucher un petit peu à l'essentiel. Dans un monde marqué par la fragmentation sociale et le repli sur soi, une question s'impose un petit peu comme une urgence. Comment la culture refait-elle société ? Créer le lien n'est vraiment plus une option, c'est une nécessité vitale. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir 4 personnalités, et non pas 5. 4 faiseurs qui agissent chacun à un endroit clé du lien. Caroline Dervaux, artiste visuelle, avec toi, l'art sort des musées pour aller sur les murs, dans les écoles, sur les terrains de sport. Tu incarnes ce soir l'immersion. Michel Franck, ex-directeur général du Théâtre des Champs-Élysées, vous prouvez chaque jour que l'excellence et le patrimoine ne sont pas des forteresses, mais des vecteurs d'émotion pour tous. Sabine Longin, ici, présidente de Stratégie et Culture, votre regard d'experte internationale nous aidera à comprendre ce soir les modèles qui transforment vraiment le public. Et enfin, Marc Leclerc, DGA du groupe Enner, vous portez une vision humaniste, la santé culturelle, le lien entre l'entreprise, le soin et le territoire. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pendant longtemps, on a cantonné la culture au loisir, au divertissement, cette cerise sur le gâteau qu'on offre quand le reste va bien. Or, ce que vous portez tous les 4 raconte une autre histoire. Vous parlez de réparation, d'estime de soi, voire de santé publique. C'est ce premier axe que je veux explorer avec vous, cette notion de sens. Marc, je commence avec vous. Votre vision chez Enner bouscule un petit peu les lignes et vous parlez de santé culturelle, exactement comme on parle de santé physique. Concrètement, l'art est-il un remède médical pour vous ? Bonsoir à toutes et à tous. Je suis l'imposteur, moi, dans les 4 personnes invitées. Je viens du monde sportif, j'ai joué longtemps au rugby. Je suis patron d'une entreprise qui s'occupe de la santé des collaborateurs des entreprises, donc la prévoyance, la mutuelle. Et fan de sport, à un moment donné, un jour dans ma vie, je me suis rendu compte que la littérature m'apaisait. Et je me suis dit, dans l'écosystème dans lequel j'évolue aujourd'hui au niveau professionnel, et quand on voit certains risques, notamment l'arrêt de travail, évoluer de manière... Je ne vais pas vous inonder de chiffres aujourd'hui, mais vous entendez parler du côté exponentiel des arrêts de travail en France et notamment pour les risques psychosociaux. Je me suis dit, ça m'a fait du bien à moi, donc pourquoi ça ne ferait pas du bien aux collaborateurs des entreprises dont je m'occupe ? Donc je me suis autorisé à explorer cette thématique de santé culturelle. Pourquoi je m'y suis autorisé ? C'est qu'au sein du groupe Enner, on a un département médical avec 115 personnes, parce qu'il faut que ce soit quand même documenté. Et donc je me suis appuyé sur les docs du groupe Enner et quand on a constaté les chiffres, on s'est dit il faut y aller. Donc ça fait quelques années qu'on propose aux entreprises de créer des événements culturels en leur sein. Ça a commencé il y a quelques années avec Laurent Godet. On a fait une conférence un matin avec beaucoup de collaborateurs qui étaient venus et Laurent expliquait la genèse d'un bouquin sur Naples, ça s'appelait La Porte des Enfers, si vous l'avez lu. Il expliquait qu'il était allé à Édimbourg, se nourrir des gargouilles de la ville que vous connaissez pour certains d'entre vous, ensuite des Villa Médicis, il écrit un bouquin sur Naples. Rien que le chemin expliqué pendant 1 heure à une centaine de collaborateurs d'une entreprise, eh bien si à un moment donné ça a permis à un des collaborateurs d'acheter le bouquin, de commencer à lire cette histoire et aujourd'hui d'être lecteur, ça a certainement contribué à ce qu'il soit plus apaisé et peut-être pas en arrêt de travail quand il a la pression, et on en parlait tout à l'heure, pardonnez-moi, mais aujourd'hui... les chaînes d'infos continues, Instagram, la pression ou pas professionnelle, et le soir, Instagram, les chaînes d'infos continues, il y a peut-être d'autres choses. Donc la littérature, en ce qui me concerne, m'a beaucoup apporté, et j'essaie aujourd'hui d'en faire la promotion dans les entreprises, et j'ai dépassé la littérature, bien évidemment, avec la capacité à créer des événements culturels, amener des œuvres d'art au sein des entreprises, et faire le bridge entre le physique. Je vais essayer d'être pas trop long, parce que sinon je vais prendre la parole. Et de faire le bridge entre le physique et la culture. Je vois un escalier là-bas. Sachez qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui créent des événements culturels dans les escaliers, pour que les collaborateurs prennent plutôt l'escalier que l'ascenseur. Et donc là, on fait le lien entre le physique et la culture.
Merci beaucoup. Dans ce déroulé, je vais me tourner maintenant vers Caroline. Là, on vient de parler de soins, Caroline. Et toi, tu es sur le terrain quand tu peins une fresque participative dans un quartier. Est-ce que tu le vois physiquement, cet apaisement? Est-ce que faire ensemble, ça répare un peu les gens? Alors, je ne sais pas si ça les répare, parce que je pense que ça, c'est des trajectoires personnelles intimes. En revanche, ça fédère. Faire une fresque... déjà, je pense qu'il faudrait que je revienne à l'origine déjà de moi, ce que ça fait pour moi de créer. C'est comme une survie psychologique, ça me permet de pouvoir traduire justement toutes ces informations, toutes ces émotions, de pouvoir en fait utiliser ce langage abstrait et de pouvoir créer voilà, ce langage fait de formes, de couleurs, comme une espèce de synthèse graphique. Lorsque je travaille pour faire des fresques, donc parfois ça va être en participatif. Ça l'est pas toujours. Ça m'est déjà arrivé de faire des fresques, par exemple, dans un escalier pour un projet, un immeuble, une œuvre. Mais c'est vrai que quand je fais une fresque et qu'il y a du participatif, ça apporte justement toute cette idée de pouvoir bâtir des choses ensemble. L'art, c'est également un marqueur de temps. Donc, on voit l'effort qui a été fait, on voit ce qui vient d'être réalisé. Et effectivement, je ne sais pas si ça va réparer les personnes qui vont le faire. Par exemple, un groupe de jeunes, ça va leur donner une voix. En fait, on va les écouter. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial dans une société où on est écrasé de partout, d'informations, de données, de choses. Là, j'ai en tête un exemple très très concret puisque je suis en plein dans ce projet-là. C'est un projet que je suis en train de faire avec la ville de Saint-Ouen, donc où je réside, où c'est également l'endroit où j'ai mon studio. C'est un projet où en fait je vais faire des fresques à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de 2 nouvelles antennes jeunesse de la ville. L'idée, c'était vraiment d'articuler ce projet avec 2 ateliers, donc vraiment 2 temps forts. Le premier, c'est de faire un atelier où je leur présente mon travail. Qu'est-ce que c'est l'art abstrait? Parce que déjà, c'est pas forcément une évidence pour ces jeunes-là qui connaissent un petit peu le figuratif, mais l'abstrait, c'est aussi une espèce de lâcher-prise, c'est d'être face à un miroir intérieur. Et donc voilà, je leur explique mon travail, ma démarche, aussi bien à l'intérieur, au studio, qu'à l'extérieur, dans l'espace public. Ensuite, je leur ai demandé de mettre des formes très très simples, très très simplifiées, vraiment des symboles de ce qu'ils ressentent par rapport à ce lieu. Ils vont pouvoir évoluer. Donc les 2 antennes jeunesse, c'est dans 2 quartiers, dont un qui est assez sensible à Saint-Ouen. Donc de ces ateliers-là sont sorties des formes que j'ai insérées dans une esquisse. Et là, par exemple, demain matin, j'ai un groupe qui va venir m'aider et là, pour le coup, passer à l'action, c'est-à-dire vraiment à l'action de peindre et de voir en fait le résultat de ce premier atelier. Donc pour moi, je trouve que c'est extrêmement fort parce que c'est leur donner une parole, une action. C'est d'être vraiment à l'écoute de leur créativité et de leur dire, voilà, sans vous, je n'aurais pas pu créer ce visuel-là. Mais également d'être en action. Et là, maintenant, on passe justement la fresque, il y a quelque chose de très cathartique dans le sens où on voit vraiment le geste, on voit ce qu'on est en train de faire. Psychologiquement, c'est vraiment très, très agréable parce qu'il y a un effort et à la fin, il y a un résultat. Et c'est très important, je pense, quand on est adolescent, de voir ce résultat, son action directe. Ça nous permet de donner une voix très forte, individuelle. Et donc, faire une fresque en collectif, c'est aussi avoir cet élan à la fois de force individuelle, mais aussi de force collective. Et je pense que c'est très simple psychologiquement pour les jeunes de pouvoir s'exprimer et de voir que voilà, on forme un tout, mais on a aussi sa propre voix. On en parlait tout à l'heure un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait cette notion de jeune public aussi, qui va être plus réceptif, qui va être plus enclin aussi à être à la recherche de ces expériences, de ces ouvertures aussi. Et je sais, parce qu'on en avait discuté ensemble, Caroline, pour préparer cette table ronde, que les adolescents en particulier sont dans un segment qui vont être, où ils vont être plus perméables à ce genre de création, parce que c'est aussi un retour vers une forme de confiance en soi. Confiance en soi qu'on peut retrouver aussi justement dans la vie de tous les jours avec d'autres événements culturels. Mais c'est intéressant justement, je pense qu'on en reviendra sur ça, sur cette notion d'adolescence qui est vraiment importante dans le côté jeune public. On va changer un petit peu de décor. On va aller du théâtre des Champs-Élysées avec Michel Franck.
On en avait parlé ensemble au Théâtre des Champs-Élysées, on vient chercher le beau, on vient chercher l'exceptionnel. Et est-ce que, même dans un lieu de prestige, cette dimension de réparation, entre guillemets, d'émotion cathartique reste centrale, ou est-ce qu'on s'en éloigne ? L'émotion dans un lieu de spectacle, quel qu'il soit, est absolument fondamentale et primordiale. C'est pour ça qu'on y va. Mais peu importe le lieu, je dirais, qu'il soit de prestige ou pas de prestige, pour moi, ça n'a aucune importance. C'est une évidence de le dire, aujourd'hui dans un monde où les gens sont de plus en plus seuls devant leur écran, devant leur téléphone, devant leur tablette, devant leur télévision. J'ai même eu, dans une sphère personnelle, l'expérience de 2 jeunes qui regardaient en même temps un film, chacun dans son lit, sur son ordinateur, et en ayant le téléphone à l'oreille pour se faire des commentaires sur le film. Et donc, quand on va dans une salle de spectacle, encore une fois, quelle qu'elle soit, de prestige, comme le Théâtre des Champs-Élysées ou non, le fait de partager un moment de culture tous ensemble est un moment absolument magique où effectivement l'émotion, elle ne naît pas du lieu, elle naît de la qualité du spectacle. Et c'est là où c'est vraiment très très important quand on dirige un lieu. J'ai dirigé pendant 15 ans le Théâtre des Champs-Élysées, de privilégier la qualité. Et quand je dis la qualité, c'est pas forcément des grands noms. Au Théâtre des Champs-Élysées, on avait parfois des grands noms, mais parfois de jeunes artistes totalement inconnus, mais qui étaient capables de fédérer un spectacle et de procurer de l'émotion. Et dans mes expériences personnelles, c'est des moments absolument magiques, c'est-à-dire quand tout d'un coup, il se passe quelque chose sur scène, ou dans une salle de cinéma, ou dans une salle de théâtre, et qu'on sent que la salle retient son souffle. On se dit qu'on a gagné son pari. Moi, j'ai toujours dit à des gens qui me demandaient pourquoi je faisais ce métier, pourquoi j'aimais ce métier. Je disais, la seule chose qui importe pour moi, c'est pas les critiques, c'est juste de donner du plaisir aux gens, du plaisir et de l'émotion. Et le partage de l'émotion me semble vraiment vital dans la société d'aujourd'hui, où chacun est de plus en plus seul. Alors, il y a des moments où la culture est un acte de solitude. Ce que disait Marc à l'instant, en travaillant sur la littérature, on peut partager ensemble des expériences littéraires, mais quand on lit un livre, on est seul. Quand on assiste à un spectacle, et même à un film, je pense que voir un film seul dans son lit, même si c'est très confortable et très douillet sur un écran d'ordinateur, ou voir un film dans une salle, nonobstant la taille de l'écran, le fait de partager une expérience de spectacle avec d'autres est un élément déterminant et un facteur effectivement de rencontre sociale. Et c'est fondamental de pouvoir le conserver. J'ai souvent essayé de parler, c'est dommage que Christopher Miles du ministère de la Culture ne soit pas là, parce que la défense le numérique est très important, on ne peut pas y échapper, et puis c'est rentré dans notre vie de tous les jours. Mais le spectacle vivant est un élément de lien social qui est pour moi absolument fondamental. Merci beaucoup. Sabine, vous avez écouté justement les intervenants précédents. Cette tendance, et j'en prends un terme anglo-saxon pour illustrer un petit peu ce côté, ce care, ce soin par la culture, par l'ouverture, par la découverte, par le rassemblement aussi. Quand vous venez de le dire, Michel, est-ce que c'est une simple mode qu'on a pu observer depuis les périodes post-Covid, ou alors c'est vraiment un mouvement de fond que vous observez aussi d'un point de vue aussi plus international ? D'abord, c'est un mouvement de fond qui est très, très ancien, parce qu'en fait, si jamais on revient à l'art, la présentation d'une œuvre d'art, c'est déjà en soi une médiation. C'est-à-dire que de confronter une œuvre d'art à un public, c'est déjà le fait de donner à voir une œuvre qui est une conjonction d'émotions, de langage, de propositions intellectuelles. Donc c'est un tout. Et le fait de donner à voir dans des lieux dédiés, donc dans des espaces muséaux, dans une salle de théâtre, dans l'espace public, dans un festival, en fait, de donner à voir, de donner la possibilité au public d'être confronté à une œuvre d'art, c'est qu'on sait que c'est nécessaire. On sait que c'est nécessaire et on sait que tout le monde n'a pas accès à cela. Donc la logique, en fait, d'avoir des lieux dédiés, des lieux qui sont identifiés pour ça, c'est fait pour aller vers le public, parce qu'on sait que c'est un besoin vital. Nous ne sommes pas qu'un cerveau intellectuel, on est un cerveau qui est fait d'émotions. Et pour vivre, on a besoin de vivre différentes impressions. Donc c'est de l'émotion, de l'intellect, de l'apprentissage, de la peur, etc. Et le fait d'être confronté à des œuvres d'art, on est confronté en fait à différentes propositions qui nous surprennent,
mais qui nous apprennent aussi d'autres choses. Donc cette dimension est vitale. Donc si on est sur la logique du quart, il y a des pays qui sont très en avance en fait, ou en tout cas qui ont été très en avance sur nous, ce sont le Canada, les États-Unis, mais surtout le Canada en fait, qui a fait énormément de choses sur le sujet depuis très 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 longtemps. Et eux, ils ont deux notions fondamentales sur le quart. La première chose, c'est la relation de l'art pour des publics qui sont des publics de souffrants, donc des gens qui sont atteints de maladies chroniques ou de maladies tout court, et comment en fait on répare cette fracture. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire comment l'art répare, c'est-à-dire comment l'art aide en fait à se guérir, en tout cas à vivre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on amène des publics qui sont alors pas forcément ni malades ni souffrant de maladies chroniques, c'est comment l'art en fait a un impact psychologique, physiologique, et vraiment notamment physiologique en fait sur les êtres humains. Il y a une action qui a été faite par les Beaux-Arts de Caen, avec le CHU de Caen, qui est assez intéressante, qui a été lancée en 2023, et qui donnera les premiers résultats en fait vraiment cliniques, c'est-à-dire qu'on aura une dimension clinique, c'est-à-dire avec des mesures cliniques avec énormément de cas. Donc on aura les premiers résultats en juin 2026, donc c'est assez intéressant, je vous le dis, parce que je pense que ça a regardé d'assez près, avec des neurologues qui vont mettre en scène, c'est-à-dire il y a un certain nombre de visiteurs qui se prêtent au jeu, avec des capteurs sur le cerveau et qui regardent deux choses. Un, comment le cerveau réagit face à une œuvre réelle. Parce qu'on sait aujourd'hui, en fait, qu'il y a des mesures qui ont été faites, le cerveau réagit, il est beaucoup plus intelligent que nous, il réagit différemment devant une œuvre réelle, que ce soit de la musique qu'on voit dans un concert, enfin qu'on voit dans une salle, une œuvre qu'on voit en réel ou qu'on voit sur un écran, la réaction du cerveau n'est pas la même, ça a déjà été quantifié. Donc eux, ce qu'ils regardent là dans ce musée à Caen, c'est la réaction du public face à cette œuvre. Qu'est-ce que ça procure en fait? Et on a vu, alors les premiers éléments, c'est que ça procure une réaction, une circulation du sang qui est plus rapide, une oxygénation du sang qui est plus importante, et donc ça procure en fait des éléments physiologiques. Donc ça apporte de la dopamine, etc. etc. Donc des éléments qui procurent du plaisir. La deuxième chose qu'ils vont mesurer, qui est assez intéressante, parce qu'ils font une autre étude, c'est qu'ils mettent deux personnes à côté, qui se connaissent, devant la même œuvre d'art, et ils calculent en fait quel est le lien qui se fait entre les deux. Ils font ça 2 fois. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'ils font la même chose avec et sans médiation. Parce qu'on en vient, je crois que c'est le sujet aussi central, qui est le sujet des thématiques de cette année, c'est comment on crée du lien entre une œuvre d'art et un public, c'est-à-dire qu'il y a un artiste, un créateur et son public. Est-ce qu'il y a besoin d'un médiateur ou pas? Pas nécessairement. Est-ce que s'il y en a besoin, qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que ce sont deux dynamiques très différentes? Et donc, avec des dimensions médicales, en fait, ils vont voir qu'est-ce que ça procure en termes de liens et qu'est-ce que ça raconte en fait au niveau du cerveau, le fait d'avoir vu la même œuvre au même moment, etc. Donc il y a plein de choses extrêmement intéressantes sur ce sujet. Donc ceux qui sont, pour conclure, ceux qui sont très en amont sur ces sujets, vraiment du care dans le sens du soin qu'on apporte aux gens qui sont des gens en difficulté. Donc là, on est vraiment sur les anglo-saxons qui sont très en avance sur nous, et notamment les Canadiens. Nous, on n'est pas si mal, notamment en Europe, sur tous les sujets qui sont comment les neurologues discutent avec les artistes et avec les institutions culturelles pour voir qu'est-ce que ça procure physiologiquement. Je crois que pour les plus jeunes, il y a une étude qui vient de sortir qui a été faite avec une université à Barcelone sur la musique techno. Et il s'avère en fait que la musique techno apporte en fait, procure des sensations au cerveau qui font que le cerveau est en capacité de se détacher des sensations physiques. Donc ils sont en train d'étudier si ça peut servir après à avoir en lieu et place d'une anesthésie générale. Est-ce qu'on peut mettre... Donc il y a plein de choses qui prouvent, et on le sait de manière intuitive parce qu'on fait de l'art depuis qu'on existe. Hein. Les grottes, on a de l'art. Il y a un artiste qui a montré, Oliver Beer, que les grottes n'étaient pas seulement des lieux où on peignait, mais qu'ils ont une sonorité qui est toujours la même. Donc ça repose la question en fait de savoir si ces lieux étaient aussi des lieux où on chantait, où il y avait du chant, du son. Donc ça raconte plein de choses. Donc ça existe depuis que l'homme est homme. Donc voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Non, merci beaucoup.
Je peux Bien rajouter sûr, bien quelque- sûr, bien sûr. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai plein de fiches de mon département. Je peux donner quelques chiffres Oui, quand c'est même vrai que pour c'est illustrer, bien sûr. parce qu'il y a eu des études et j'ai quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça. Théâtre et cinéma, parce que c'est vrai que je représente la littérature, mais je te rejoins, il n'y a pas que la littérature, et bien évidemment. Regardez une pièce de théâtre ou un film, résultat, donc ça c'est documenté, c'est pas... Réduction des niveaux de cortisol, hormone du stress, jusqu'à 68%. Des risques de diabète de type 2 de 35%. Je vous livre des éléments qu'on m'a communiqués, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'en ai d'autres. J'ai également la culture pour accompagner les patients atteints de cancer. Diminution de 15,1% du niveau de cortisol grâce au chant. On peut effectivement avoir des ateliers de chant. Augmentation des marqueurs de la fonction immunitaire. Amélioration de la douleur ressentie pour 95% des personnes. Et j'en ai d'autres, mais je vais finir par celle-ci qui est terrible, ou pas. Aller au musée ou au théâtre au moins une fois par mois. Donc on reparlera peut-être tout à l'heure du financement, des actions. Moins 31% de risque de mourir prématurément. C'est médicalement documenté. C'est incroyable comme statistique. Pardon d'avoir Non, mais c'est repris incroyable, c'est incroyable. je pourrais vous passer les éléments, on pourra les partager. Donc ça, c'est médical, c'est un département médical, c'est documenté, etc. Donc ça rejoint ce que tu viens d'exprimer de manière très factuelle. Oui, parce que c'est intéressant. En fait, vous avez, vous, au sein d'ENER, vous avez un département médical qui fournit aussi des études, qui travaille avec une équipe complète. On a 2 300 000 personnes sous gestion. Donc imaginez quand vous gérez la santé de 2 300 000 personnes, avec le secret médical, bien évidemment. Et on travaille également, on a 30% du cabinet qui travaille à l'international. Donc ce n'est pas que la France. Donc tout ça est documenté. Et quand on s'engage sur la voie dont on parle, la santé culturelle, c'est robuste. Ça nous permet, et on en parlera tout à l'heure, également de trouver les financements auprès de nos amis assureurs, puisqu'on parle de programmes qui sont déployés dans les entreprises. Ok, mais qui paie? Parce que la culture, à un moment donné, c'est la question qui va arriver, on en parlera tout à l'heure. Et donc là, quand on est robuste sur le fait de documenter nos convictions, bien on peut aller voir nos amis assureurs, écoutez, chers amis, l'ambition du groupe NR, c'est de passer du curatif au préventif. On a été créé en 47, alors rembourser les lunettes et les dents, on fait ça très bien depuis des années. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'arrêt de travail, les risques psychosociaux, que les personnes puissent se porter mieux. Et donc on travaille vraiment sur la prévention. Alors la prévention, tout le monde en parle, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et la culture, c'est un point essentiel pour parler de prévention. Et on parlera peut-être tout à l'heure d'autres pays, vous en avez parlé, où c'est beaucoup plus en avant, c'est carrément intégré dans les programmes de frais de soins de santé. Au Canada, en fait, on rembourse en fait un musée ou un... Voilà. Ouais. Mais même de façon Au UK et Scandinavie, pareil, c'est dans les programmes de mutuelles. Je trouve les chiffres absolument passionnants et stupéfiants, mais de façon totalement empirique. Pourquoi tous les petits jouets ou les petits manèges pour les bébés ont de la musique? C'est tout simplement parce que ça les calme. C'est une évidence, même sans statistiques, on peut le vivre dans nos expériences personnelles. Donc c'est vrai que la culture, au sens large, a une influence extrêmement bénéfique sur la santé des personnes. Bon, je crois qu'on on est tous d'accord pour dire que la culture est vitale. Le pourquoi, il me semble, avec les chiffres que vous venez de donner, est assez clair. Mais en fait, on va essayer d'être lucide aussi un petit peu. C'est qu'entre l'intention et la réalité, il y a quand même des obstacles qui sont parfois un peu immenses. Il y a des barrières symboliques. C'est pas pour moi. Il y a des barrières physiques. C'est trop loin. Ou ça peut être aussi trop impressionnant. La question clé, c'est le comment. Comment on arrive à briser ces murs, et ça va être l'objet de cette deuxième séquence sur cet entretien. Comment on arrive à faire tomber les barrières physiques et symboliques aussi, pour rapprocher un petit peu les publics. Je vais me tourner vers Michel. Je vais rester avec vous sur cette partie-là. Votre défi au Théâtre des Champs-Élysées était immense, faire entrer le public avenue Montaigne, sans qu'ils se sentent intimidés. Et quand on a pu échanger ensemble avant, vous avez dit il ne faut pas chercher à comprendre, il faut se laisser porter. Ça, je te l'ai laissé parce que c'était intéressant comme phrase aussi. Cette forme de lâcher-prise intellectuelle, est-ce que c'est une des clés de l'ouverture? Oui, c'en est une. Alors, au Théâtre des Champs-Élysées, on a un double handicap, si je puis dire. Un, d'abord l'adresse. C'est vrai qu'avenue Montaigne, ça fait plutôt penser à la mode et à la mode de luxe plutôt qu'un lieu facilement accessible. Et deux, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je doute que vous soyez très nombreux à ne pas connaître le Théâtre des Champs-Élysées dans cette salle, c'est un lieu où on fait de la musique classique et de l'opéra. Or,
En France, tout particulièrement, à la différence de l'Italie, par exemple, où je pense que dans le ventre de leur mère, les enfants poussent des contrutes et chantent de l'opéra, où les enfants anglais chantent des chœurs, puisque ça fait partie quasiment des choses obligatoires dans l'éducation anglaise. En France, la musique classique a une image d'être quelque chose d'élitiste. D'ailleurs, on appelle ça la musique savante. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça la musique savante, mais c'est ce qu'on dit en France, et moi, ça m'a toujours semblé absolument absurde. À titre, c'est une interprétation personnelle, je pense que ça remonte à l'histoire de la musique classique en France. C'était quoi au départ? C'était la musique de Louis XIV, de la cour, de Rameau et de Lully. Et on est donc resté avec cette notion de c'est réservé à une élite, il faut connaître pour comprendre, il faut connaître pour aimer. Donc franchir la porte d'un lieu comme le Théâtre des Champs-Élysées, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est difficile. Et mon travail pendant 15 ans, ça a été d'essayer de faire en sorte que les gens rentrent. Et si, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, si le spectacle est bon et s'il y a une émotion, et si l'émotion elle est partagée, le pari, il est complètement gagné. L'enjeu, c'est de faire rentrer les gens. On a beaucoup de moyens pour pouvoir faire rentrer les gens dans une salle de spectacle. Il y a d'abord la programmation, il y a les artistes. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, c'était aussi au Théâtre des Champs-Élysées que je ne dirigeais pas encore. J'avais organisé un concert, j'étais producteur de concerts privés. J'avais organisé un concert avec les Rita Mitsuko qui voulaient faire une expérience avec un orchestre classique. Et on avait décidé, en accord avec les Rita Mitsuko, entre chaque séquence de chansons, de mettre de la musique classique. Et ça a fait autant de succès que les chansons des Rita Mitsuko. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a dû voir le film Amadeus dans cette salle. Ça n'a gêné personne que ça soit du Mozart. Donc, il faut faire rentrer les gens dans la salle. Je disais, on a beaucoup de moyens. Les Rita Mitsuko était un exemple. Un jour, j'ai fait l'histoire du soldat avec MC Solar en récitant. Mais aussi, et ça, je ne suis pas du tout un adepte du numérique ni des réseaux sociaux, je n'en ai aucun à titre personnel, mais les réseaux sociaux sont quand même, notamment pour la jeune génération, un très très bon outil pour leur donner envie. Il faut aussi que parfois, dans leur éducation personnelle, les parents puissent les amener à découvrir. En fait, le problème de la musique classique, c'est qu'il faut la découvrir. La variété, que ce soit la variété française, le rock, le métal, peu importe les goûts personnels, c'est dans la vie de tous les jours. La musique classique, ça l'est pas du tout. Parfois dans des pubs, parfois dans des films, mais c'est très rare. Donc, il faut trouver des moyens pour faire rentrer les gens dans la salle. On l'a beaucoup fait sur des opéras, par exemple. On a travaillé quand le livret s'y prêtait. Les Noces de Figaro de Mozart, c'est donc d'après Beaumarchais. On a travaillé avec des professeurs de collège qui travaillaient sur Beaumarchais pour pouvoir faire le lien entre les deux et faire venir des centaines de collégiens dans la salle. Et ils ont adoré. Il y en a qui ont décidé de revenir et qui ont commencé à faire des recherches personnelles sur l'opéra. Donc il faut trouver des biais, et tout particulièrement en France. J'insiste là-dessus parce qu'en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, pour ne citer que ces pays, la musique classique fait partie de la vie de tous les jours. En France, pas du tout. Donc c'est à nous, directeurs de lieux, de faire en sorte que les gens franchissent les portes et n'aient pas peur. Et quand je parlais effectivement dans notre conversation préalable de ne pas chercher à comprendre et de se laisser aller aux émotions, pour moi c'est très très important. On parle de musique savante, on n'a pas besoin de savoir, il faut juste ressentir et se laisser aller à ses émotions. Et d'ailleurs, sur l'opéra, bon, on peut avoir lu l'histoire avant, mais c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est le flow musical, la danse contemporaine. J'imagine que tout le monde a vu de la danse contemporaine. Il n'y a rien à comprendre. Si on cherche le sens et qu'est-ce qu'elle veut dire là, et c'est quoi l'histoire, et pourquoi il danse comme ça, et pourquoi on est complètement perdu et on passe à côté du spectacle. Si on se laisse juste aller en disant mais ça c'est magnifique, ce geste est superbe, la lumière est splendide, on a compris ce qu'était le spectacle. Donc je pense qu'il faut laisser parler ses tripes, si vous me permettez l'expression, plus que son cerveau pour apprécier un spectacle. Et puis il y a une chose qui est aussi très très importante dans la musique classique,
que les gens ne mentalisent pas forcément, c'est que c'est, sauf pour la création, c'est de la musique interprétative. Et donc, on peut être sensible à un artiste ou ne pas être sensible à ce même artiste. Si je prends un exemple de variété, si vous écoutez Ne me quitte pas par Jacques Brel ou par Nina Simone, vous pouvez aimer les deux, ou l'un ou l'autre, ou aucun des deux. Et dans la musique classique, s'il y a des gens qui hurlent bravo après un air ou qui ont trouvé formidable le spectacle, si vous n'avez pas aimé, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas la musique classique, ça veut dire que vous n'avez pas forcément été sensible à l'artiste. Et ça, j'ai essayé de beaucoup l'expliquer à des profanes dans la musique classique en disant, si tu n'as pas aimé le spectacle, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la musique classique, c'est juste que ça ne correspond pas à ta sensibilité. Et moi, il y a des artistes qui sont de vrais stars, qui sont de très très grands renom, que je n'aime pas et que je n'ai pas invité au Théâtre des Champs-Élysées. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'en partir, pour pouvoir diversifier la programmation, parce qu'au bout de 15 ans, il y a une part de subjectivité dans la programmation qui fait que il n'y avait que les artistes qui me touchaient, que j'invitais. Et donc, il faut être très simple et très humble par rapport à la musique. C'est on aime ou on n'aime pas, et ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on est passé à côté de la musique savante, ça veut dire que ça ne correspondait pas à notre sensibilité. Mais c'est pareil avec une œuvre plastique. On peut aimer Renoir et Picasso et ne pas aimer l'un ou ne pas aimer l'autre. Donc il faut se laisser aller à ses goûts et ne pas s'auto-juger. Il faut pouvoir se permettre de se laisser aller à ses propres émotions. Merci beaucoup, Michel. Caroline, je me tourne vers toi. Michel, on peut simplifier en disant qu'il essaie d'ouvrir les portes. Moi, j'aime bien quand je parle de ton travail, parce que j'ai le plaisir de travailler avec toi sur différents types de projets, que toi, tu vas pulvériser certaines portes, pulvériser certaines barrières. Justement, mais ça peut être aussi des barrières psychologiques. Tu installes ton art dans la rue, sur les immeubles, dans l'espace public majoritairement. Est-ce que ce lien est plus fort quand c'est l'art qui se déplace physiquement vers les gens ? Je ne pense pas qu'il soit forcément plus fort. Je pense qu'on peut prendre une énorme claque dans un musée ou dans l'espace public. Ce qui est vraiment très très important avec l'art dans l'espace public, c'est d'avoir une proposition qui est horizontale, où tout le monde est traité de la même manière. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça très fort depuis ma première fresque que j'avais faite à Londres, où j'ai habité longtemps. C'était en 2017. C'était une fresque de 20 mètres de long, et j'étais en train de la faire. Et en fait, il y avait tout le monde qui me parlait en même temps. « Nice one !» Enfin, on me criait des choses. Et donc, il y avait une relation avec le public où il n'y avait pas de filtre. Je ne pense pas que ces personnes-là, en entrant dans un White Cube Gallery Saatchi, auraient dit « Nice one, brother !» tu vois, à un artiste. Donc, il y a vraiment ce filtre qui tombe, et je pense que c'est vraiment primordial pour les personnes qui n'ont pas forcément d'accès à la culture, qui ne sont pas issues de familles qui a la possibilité d'aller au musée le week-end. Et donc, moi, je sais qu'à titre personnel, j'allais pas forcément au musée quand j'étais jeune. J'avais beaucoup de culture chez moi, mais j'avais pas une culture muséale. Et donc c'est vrai que de voir des œuvres artistiques, des grosses sculptures monumentales dans l'espace public, ça a été des moments vraiment très importants à titre personnel. Ce qui est important aussi avec l'art dans la rue, c'est de créer cet émerveillement, de continuer à avoir cet émerveillement, d'apporter aussi de la couleur. Moi, très clairement, mon travail, il est très porté sur la couleur. Je suis une militante de la couleur dans un monde très, 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 très gris, beige, noir, blanc. Et Paris, c'est une très belle ville, mais c'est une ville qui est très monotone dans sa colorimétrie. Donc, avoir la chance de pouvoir mettre des couleurs dans la ville, ça, c'est exceptionnel de pouvoir avoir cette proposition-là à un public. Et il y a aussi un aspect d'améliorer, aussi de peut-être réparer avec des couleurs des endroits qui peuvent être un petit peu laissés, pas à l'abandon, mais un peu négligés. J'ai un projet qui a été très fort, que j'ai réalisé il y a 1 an et demi. C'était un projet avec L'Oréal, avec qui j'ai bossé. Ils ont commandé quelques fresques, etc. Donc on a un bon relationnel. C'est avec le pôle RSE du site de Saint-Ouen. Et en fait, chaque année, ils organisent ce qu'on appelle le Citizen Day. C'est une journée en fait où tous les collaborateurs et les collaboratrices de tous les sites de L'Oréal, donc c'est vraiment des milliers de personnes,
Ils donnent une journée pour une asso locale, pour être aussi ancré dans le territoire et puis pouvoir aider les gens autour d'eux. Ça peut être, ils accueillent des gens pour les coiffer, etc. Quand L'Oréal m'a proposé de faire une action avec eux, je voulais absolument approcher une asso de femmes à Saint-Ouen et je voulais améliorer une résidence à Saint-Ouen, de logements sociaux qui pouvaient être négligés. On a travaillé avec une asso qui s'appelle le Collectif des Voisins, qui est porté principalement par des femmes qui animent des ateliers pour des enfants, etc. Et c'était une journée extraordinaire parce que donc il y avait un tout petit peu de préparation de mon côté où j'ai tout tracé la veille, mais en une journée, avec l'aide de 80 collaborateurs et collaboratrices, à 16h30, on a été rejoint par 80 enfants de la résidence, parce que c'est la plus grande résidence de Saint-Ouen. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui y vivent. Donc voilà, avec l'aide de 150 personnes, on a peint 350 mètres carrés de peinture. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que ça donne, 350 mètres carrés, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, on a mis de la couleur partout dans la résidence. Et l'idée, c'était d'avoir... donc c'est pas vraiment un espace public, c'est vraiment au sein d'une résidence. On le voit un petit peu de la rue. Mais c'était un endroit qui était dominé par des promeneurs de chiens, etc. Et en fait, en l'espace d'une journée, avec cette action collective, où moi, vraiment, à la fin de la journée, j'étais très, très émue, parce que je me suis dit, mais ensemble, on peut faire des trucs de dingue, quoi, vraiment, en l'espace d'une journée, parce que généralement, des projets colossaux, c'est sur le long terme, c'est des semaines, des mois, voire des années, et là, c'était tellement immédiat. Et c'est chouette parce que c'est un projet que j'ai continué aussi avec mon collectif qui s'appelle Fulguro à Saint-Ouen l'été dernier, où là, pour le coup, on a vraiment investi le sol pour que les enfants reprennent leur place en fait dans cette résidence. Et donc l'art dans l'espace public, ça peut aussi faire ça. Ça peut réparer, ça, bien évidemment, ça va fédérer, mais ça peut aussi avoir un message qui est très politique. Là cet été, quand on est intervenu au sol, c'était un peu moins impressionnant. Il y avait... Oui, ça a un peu bougé, mais l'année dernière, c'était une énorme claque visuelle. Cette année, c'était vraiment redonner l'espace public, ou cet espace privé, mais au sein d'une résidence, pour les enfants, pour que les enfants prennent possession, pour qu'ils puissent y jouer, parce qu'ils ont leur place. Et c'était hyper émouvant, parce que moi, après, je faisais des visites un peu de médiation culturelle auprès des enfants. Alors là, voyez, on a fait ça, et ils étaient super intéressés. Et encore une fois, c'est leur donner cette place dans l'espace public qu'on leur vole totalement. Là, on voit toutes les études où il n'y a plus d'enfants en fait, dans l'espace public parce qu'on est flippé des pédocriminels, je ne sais quoi, les accidents, les trucs, les machins. On est biberonné à des news de faits divers sensationnalistes qui nous font flipper. Donc il n'y a plus d'espace public qui est favorable aux enfants. Donc c'était une manière de réparer ça. Et voilà, désolée, j'ai un peu digressé. Non, merci beaucoup Caroline. Je vais me tourner maintenant vers Sabine. Comment on arrive à faire circuler les publics d'un univers à l'autre? Comment on passe du lieu privé, comment on passe typiquement du théâtre des Champs-Élysées à l'espace public avec les fresques de Caroline Dervaux? Est-ce qu'il existe d'autres modèles de ces hybridations réussies entre les deux? Comment on arrive justement à créer une forme de perméabilité pour que les publics puissent circuler d'un aspect à l'autre? Du coup, je vais compléter vos propos. C'est plutôt prendre le côté institution culturelle qui accueille et qui a comme mission d'accueillir des publics très différenciés. Et puis aussi qui a comme mission qu'on oublie souvent, mais qui est la mission de préparer le public de demain. C'est-à-dire que voilà, il faut aussi qu'on prépare, et notamment quand j'étais au musée Picasso et à la Fondation Giacometti. Donc c'est pour ça que j'ai un tropisme plutôt art visuel. Mais la question du comment on va chercher le public, alors j'emploie exprès des gros mots parce qu'en fait c'est le mot qu'on emploie, c'est-à-dire comment on va chercher les publics, pourquoi on va les chercher. Donc là on l'a évoqué tout à l'heure, mais comment on le fait. Et comment on le fait? Alors je crois qu'on en avait parlé tous les deux, il y a plein de choses qui se font. Il y a par exemple le prix Art Explora, qui est un prix européen qui remet aux meilleurs dispositifs en fait en France depuis 2020. En France et en Europe, en fait, au meilleur dispositif, toutes les trouvailles, toutes les nouvelles, toutes les choses un peu étonnantes qu'on peut faire. Par exemple, à Marseille, ils ont donné de l'argent pour pouvoir avoir un bus
qui emmène en fait les enfants ou les adolescents de toutes les banlieues jusqu'au MUSAM, de manière gracieuse tout le temps, avec des navettes, et qui fonctionnent très très bien. Parce qu'ils sont aperçus que si jamais il n'y avait pas une navette et donc un transport qui était mis à disposition de toutes les banlieues, en fait, les enfants ne venaient pas dans le MUSAM. Je vous invite à regarder parce que ce prix Art Explora, en fait, il met l'accent sur plein de choses qui ont été faites, qui sont très différentes et qui sont aussi bien des choses qui sont faites dans des prisons. Donc, par exemple, ils ont fait écrire des scénarios à des prisonnières femmes dans des prisons. Ça, c'est plutôt dans le nord de l'Europe. On parlait. Et ils ont fait après traduire ces scripts en fait par des réalisateurs de renom. Pour après le remettre à disposition des familles, des gens qui étaient dans les prisons, etc. Donc il y a plein de choses qui se font. La vraie question, là je vais reprendre mon rôle d'institution. En fait, il y a énormément d'institutions culturelles en France, je crois qu'on l'oublie, mais l'Europe est quand même un territoire particulièrement gâté. Je crois qu'on l'oublie, je pense qu'il faut le redire. On a une chance inouïe en fait d'avoir en France, et notamment en Europe, des institutions qui fonctionnent. Et financées par des structures publiques, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Exactement. Donc, comment on fait pour faire venir tous ces publics en fait au sein du musée? Donc, je le dis, ça fait partie des dispositifs qui amènent les gens au musée. Ça passe aussi par des dispositifs qui sont la gratuité, parce qu'en fait, le sujet de la gratuité, c'est quand même un vrai sujet. Donc, une gratuité, par exemple, dans les musées, généralement, vous avez un week-end par mois où c'est gratuit. Sauf qu'on s'aperçoit, quand on regarde les statistiques, que ceux qui viennent le dimanche gratuit ou le samedi gratuit, c'est exactement le même public que celui qui vient d'ordinaire. Donc, il y a plein de choses qu'on essaye de faire sur lesquelles on tâtonne. On apprend en faisant, on peut se tromper, mais il faut essayer. Je prends le deuxième sujet qui est comment on pense au public de demain. Parce que, alors là, je vais être obligée d'être un peu sévère, mais nos institutions, là je prends les musées, ont comme public, j'allais dire, médian. Une femme de 50 ans, je prends le cas du musée Picasso, c'est une femme CSP++, qui a 50 ans et qui vient voir le musée soit seule, soit avec ses enfants. Si on regarde les publics des musées globalement, on est sur quand même le public classique de la semaine qui a plus de 45 ans. On ne peut pas se satisfaire, là je pense qu'on est tous d'accord, d'avoir un public et de se dire qu'on va vers un public qui est entre 40, et moi j'ai plus de 55 ans donc je m'inclus dedans. On ne peut pas se satisfaire d'avoir un public qui est vieillissant. On sait qu'on l'aura, mais on est dans l'obligation d'avoir un public plus jeune. Comment on fait ? Eh bien, on fait des dispositifs qui sont comment on adapte une institution culturelle, un parcours. Donc ça passe par plein de choses dans une institution, c'est la programmation. Comment on fait une programmation qui parle aussi aux plus jeunes. Et là, je prends des cas concrets comme au musée Picasso, quand on avait présenté l'exposition Paul Smith, qui a été le directeur artistique du musée. On a eu un public entre 17 et 26 ans comme on ne l'avait jamais eu. Donc on leur a posé la question du pourquoi vous êtes venus là et pourquoi vous n'étiez pas venus avant. La réponse était simple, c'est que Paul Smith avait fait dans chacune des pièces un univers totalement différent. Donc chaque personne rentrait avec des œuvres de même qualité, qui viennent de la même collection du musée, mais avec un a priori qui est un a priori sensible, visuel, totalement assumé, moins intellectuel, mais quand même, parce que ça avait été fait avec des conservateurs, donc quand même scientifiquement raisonnable. Mais il n'empêche que c'était une approche sensible. Vous arrivez dans une pièce, vous aviez des rayures au mur, avec des tableaux où il y avait des rayures. On peut penser que c'est absurde, ça ne l'était pas. On a vu que les gens retenaient mieux les œuvres qu'ils avaient vues que quand c'est dans une white box. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose réellement des questions qui sont comment on pense les institutions de demain. La logique de la distribution dans un musée des œuvres comme dans un livre avec un cartel, c'est à mon avis un leurre aujourd'hui. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il faut l'abandonner totalement, mais il faut le repenser. Ça c'est le sujet central, c'est comment on va chercher le public de demain. Je pense qu'il y a aussi un sujet qui est essentiel, c'est le sujet de l'incarnation. Et là, je prends comment aussi on se pose ces questions quand on pense le musée de demain. Donc, quand j'étais à la Fondation Giacometti, on a travaillé sur le musée Giacometti qui va ouvrir ses portes en 2028, 28-29, mais plutôt 28.
dans l'ancien aérogare, enfin, c'est pas un aérogare, mais l'ancien bloc de Air France aux Invalides. Quand on crée un musée du XXIe siècle, on est obligé de se poser la question de savoir quel public on va attendre. On a mis dans ce musée, on a travaillé avec BCG pour qu'il nous fasse un benchmark mondial en se disant quelles sont les nouvelles tendances, qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe, etc. Quelles sont les bonnes pratiques qui sont un peu frémissantes aujourd'hui, mais qui peuvent devenir les tendances de demain. On n'est pas très sûr de l'outil. En revanche, on a une certitude, c'est qu'il faut incarner la création. La création, c'est un créateur. Donc, personne ne parlera mieux de son œuvre que madame. Donc, en fait, comment on fait pour donner ça à voir, à entendre au public? Donc, ça passe par plein de petites choses. Est-ce qu'on met une black box, donc une salle noire, en se disant qu'on va, par exemple, je reprends le cas de Giacometti, mais on va donner au public à voir à quoi il ressemblait, où est-ce qu'il a vécu, à quoi ressemblait son frère, parce que la moitié de son œuvre, c'est des sculptures de son frère. Donc si jamais on n'a pas vu son frère avant en vrai, on va quand même passer à côté d'une partie de son œuvre. Donc c'est vraiment des clés, et l'incarnation, quand je parle d'incarnation, c'est vraiment la voix, la stature, le physique, la manière de parler, enfin voilà. Et à la Biennale de Lyon, on avait fait quelque chose qui était assez étonnant, c'était dans les audioguides, de faire parler les artistes de leurs œuvres. Et bien, ça a été génial. Parce que c'est difficile de faire parler un artiste en disant tu vas raconter ton œuvre, mais si on prend un médiateur qui lui fait raconter son œuvre, et qu'après on l'enregistre, et que quand vous êtes devant une œuvre, c'est l'artiste qui vous parle, c'est totalement différent de ce qui, moi, je le fais. Enfin, je peux le faire. Hein. Mais il y a donc cette notion de comment on le fait venir, comment on fait venir un public plus jeune et comment on le fait revenir. Je pense que le deuxième sujet, c'est aussi un sujet qu'on a tous, c'est que venir une fois, c'est cool. Mais on a l'obligation, j'allais dire, l'art, c'est de la drogue. Donc si on arrive à faire venir quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, on a gagné. Et c'est un bagage social, c'est un bagage de création et de créativité qu'on emporte avec soi toute sa vie. C'est une superbe addiction d'être accro un petit peu à l'art. Moi, j'aimerais me tourner maintenant vers Marc, parce que tout à l'heure, on a abordé de manière, quand on parlait justement des infrastructures à Marseille, avec le fait de faire venir des publics différents au MUSEM, on avait évoqué ce côté institutionnel, ce côté aussi la force de l'État pour débloquer aussi certaines situations. Est-ce que le mécénat privé a cette capacité d'aller là où l'institution ou l'État va parfois un peu moins vite? Alors je voudrais déjà rester sur le thème juste avant, parce que je travaille dans l'entreprise pour soigner les collaborateurs, mais l'entreprise est un bon vecteur pour accéder à la culture, et pour des gens qui vont très bien. Les personnes plus âgées, on en a parlé, vont au théâtre, vont aux expos, etc. Créer des événements culturels dans l'entreprise, c'est essentiel, et encore plus aujourd'hui avec le télétravail, vous pouvez créer un événement qui va rassembler les équipes et autour d'une œuvre d'art, d'un comédien qui vient parler de son œuvre. Et nous, on intervient également, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, dans des secteurs, dans des EHPAD, dans des prisons. Parler des prisons avec Lire pour s'en sortir. Guillaume Gallienne était, il y a 2 jours, 48 heures, je crois, dans une prison pour lire un texte, etc. etc. Donc, après, le côté financement, finalement, comment on fait pour... parce que là, je change de casquette, je ne suis plus le patron d'Ener, je suis le président du festival Lire sur la Sorgue. Donc, comment on fait pour créer un événement, le financer? On a besoin des institutions. Forcément, quand on crée un festival dans une ville, on a besoin du maire, qui est une pièce essentielle pour nous aider sur l'infrastructure du festival, que ce soit pour une expo, pour un festival de littérature. Ensuite, on a besoin du privé pour être agile et être rapide sur l'organisation. C'est essentiel et ça permet de créer une certaine pérennité du festival. Et après, nous, on a mis le côté conseil départemental, régional, etc. C'est-à-dire qu'on s'est approprié notre conviction et on a été à la recherche des ressources qui nous permettent d'être très sereins chaque année dans nos convictions. On est très libre. La liberté, quand on parle de culture, c'est essentiel. Donc il faut qu'on se donne les moyens financiers de trouver les ressources. Ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup de capacités de l'État pour nous accompagner, mais, et moi je le vis, j'ai une équipe avec moi, mais je le vis, l'administration est complexe.
Et quand on doit renouveler un festival, on a 80 bénévoles, nous, à Lire sur la Sorgue. Donc c'est une infrastructure, on reçoit 40 auteurs, il faut les loger, etc. Donc si on doit passer beaucoup de temps à aller rechercher des ressources chaque année avec un écosystème mouvant, autant avoir des convictions et rester sur son axe et se donner les moyens d'aller chercher des ressources là où elles sont. Et les ressources, elles sont là où j'en ai parlé tout à l'heure, c'est dans mon métier, les assureurs, des écosystèmes privés qui peuvent accompagner cette conviction. Donc c'est essentiel, nous on le vit, et le festival est très autonome. Si on n'a pas demain, à part la mairie bien évidemment, mais si on n'a pas ces ressources-là, on existera toujours et on continuera à se projeter et on sera toujours en capacité de bien accueillir les auteurs, les artistes. Et donc la pérennité et la liberté, c'est essentiel quand on parle de culture. Il ne faut pas être en danger chaque année parce que là, vous êtes moins libre et vous êtes moins impliqué dans votre conviction. Je pense que à présent, ce qui serait intéressant aussi pour le public, c'est qu'on parle aussi un petit peu d'avenir, de ce qu'on va être capable de faire, de ce qu'on va être capable aussi d'améliorer dans les années qui viennent. Avec quels outils et pour qui, en fait, construisons-nous la culture ces prochaines années? On en a parlé tous les quatre en préambule. On a parlé de nouvelles technologies, on a parlé d'IA, de réseaux sociaux, etc. Vous, Marc, vous avez misé un petit peu sur la tech avec les formats courts. Et l'évasion numérique aussi, j'aimerais bien qu'on revienne dessus brièvement pour que tout le monde puisse aussi dire un petit mot là-dessus, mais je pense que vous avez un regard intéressant. Quand on parle de l'entreprise, elle est un endroit, mais une entreprise, c'est plusieurs endroits si on reste en France. Donc comment on peut toucher tous les publics d'entreprise? Donc on s'est rapproché d'un partenaire qui est essentiel, qui s'appelle Beaux-Arts et Compagnie, avec qui on travaille, nous, vous les connaissez, parce que moi j'ai une conviction, j'ai de l'énergie, les équipes sont là, mais organiser un événement culturel, c'est autre chose. Je mets de côté le côté littéraire, mais globalement, on passe avec Beaux-Arts. On s'est dit à un moment donné, quand une entreprise s'est dit mais je veux créer un événement culturel, si elle a plusieurs sites, comment je fais pour toucher tous les sites? Si j'ai une œuvre d'art à un endroit, comment je... Et donc la tech nous aide aujourd'hui, donc là on passe en mode digital et on peut créer une application, ça s'appelle Artips, et donc vous créez une application, et donc plutôt qu'être sur Instagram, si le collaborateur le matin va sur Artips, alors c'est extraordinaire parce que vous pouvez très bien découvrir la culture japonaise, voir ce qui se passe au Louvre, au musée d'Orsay, et où vous imprégnez d'œuvres d'artistes que vous connaissez ou pas. Donc on a pris ce cap-là en disant aux entreprises, soit il y a l'événement culturel à un endroit donné, mais tous les collaborateurs peuvent participer sous format digital. Donc on est dans la tech que sous ce format-là, ça permet de donner l'accès à la culture de manière globale et ça marche pour les entreprises, ça marche également pour le festival, puisque le festival il est Lire sur la Sorgue, on est aujourd'hui en train de réfléchir à des captations, parce que le festival Lire sur la Sorgue, ce n'est pas comme, et heureusement qu'ils existent, d'autres festivals où l'auteur vient et derrière un desk et signe des bouquins pendant 2 heures. Nous, ce sont comme aujourd'hui des conférences. C'est un auteur qui, pendant 45 minutes, 1 heure, interagit avec le public, il reste après. Il reste quelquefois 1, 2, 3 jours. Vous avez le soir, vous pouvez le côtoyer. Vous avez un prix Goncourt qui est là, et on est sur le temps long. Donc et après, bien évidemment, si vous voulez vous faire dédicacer le bouquin, il n'y a pas de problème. Mais le moment est important, et c'est là, quand on parle d'aller vers le public, on y va. Mais là, c'est très connecté physiquement. Au-delà de ça, on travaille, d'ailleurs, je travaille avec Anne-Julie Bémont, qui est à Radio France, sur des podcasts, se dire, voilà, pourquoi ne pas capter ce moment-là et ensuite le distribuer pour des personnes qui n'ont pas pu venir à Lire sur la Sorgue début mai chaque année. Donc la technologie, nous, vient en complément du moment essentiel de la connexion avec l'artiste. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Caroline. J'aimerais beaucoup avoir ton regard aussi sur justement cette nouvelle façon et cette future façon de consommer l'art, la culture pour les jeunes générations. Toi qui travailles, on en avait parlé au téléphone, toi qui travailles aussi beaucoup avec ces jeunes-là, est-ce qu'ils ont envie ils ont envie de la consommer, cette culture, ou ils ont envie de la faire, ou quel est un petit peu leur regard actuel, et surtout quelles sont aussi tes projections sur la génération qui arrive par rapport à la culture? Je pense que pour vouloir la faire, il faut déjà en faire l'expérience. Que c'est quand même pour prendre confiance dans la création, de faire l'expérience de se retrouver dans l'art. Donc je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la nécessité d'avoir une proposition, je pense, sur de l'immersion. Et là, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, il y a de plus en plus d'espaces immersifs, tout ça, mais je trouve que
d'avoir de l'immersif ou avoir du participatif. Pour les publics jeunes, c'est pour moi la solution pour les AP. Comme vous disiez, là, c'est comme une drogue. La première fois, la première fois, c'est gratuit. ou c'est juste, c'est facile. Faut que ce soit. Je pense qu'il faut que, pour capter le jeune public et leur donner la confiance en eux, pour qu'ils puissent créer à leur tour, il faut les faire vibrer. Et rien de tel que se retrouver dans un ventre de la création. Donc ça peut être des espaces immersifs qui vont, ou participatifs ou à grande échelle. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites là de nos jours qui ont beaucoup de succès. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se sentent acteurs et actrices en pouvant participer à des œuvres. Donc ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup d'œuvres participatives, etc. Mais je trouve que c'est une bonne direction, en tout cas, pour pouvoir les happer et leur donner des clés de création pour se sentir vraiment en confiance et faire tomber justement cette distance qui peut faire peur. Là, par exemple, moi, avec mon collectif, donc Fulguro à Saint-Ouen, on a une exposition à la galerie municipale de Saint-Ouen. Donc, ça va être principalement des publics jeunes, scolaires. Donc, déjà, nous, on est 6 artistes avec des pratiques différentes. Donc, on a dû réfléchir à une œuvre collective. Forcément, on a voulu que l'œuvre, elle soit participative, qu'ils puissent participer. Donc, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Il faudra venir au vernissage le 17 janvier prochain. C'est une expo qui va s'appeler Cœur d'artichaut, qui est vraiment sur la nécessité d'apporter aussi de l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Bell Hooks, mais qui parle d'amour comme étant une arme pour faire la guerre, en fait, et pour se révolter, pour mettre ça en premier plan comme étant vraiment quelque chose qui peut nous aider à nous sauver. Et donc voilà, de ramener de la tendresse, de ramener de l'émerveillement, je pense que c'est vraiment les meilleurs outils pour appeler le jeune public vers l'art. Merci beaucoup. Michel, un avis sur ce qui vient d'être énoncé? Est-ce que c'est créer de l'expérientiel? Est-ce que c'est passer par le numérique sur la sphère justement du TCE? Ou est-ce qu'on a d'autres solutions pour capter, intéresser les publics de demain, voire même le public actuel, pour le côté jeune génération? On a tous les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'il faut rajeunir et diversifier le public. Le numérique, c'est bien. Le Théâtre des Champs-Élysées a une chaîne YouTube où il y a certains opéras qui passent dans des salles de cinéma. La chaîne YouTube, il y a certains de nos spectacles qui ont 500 ou 600 000 vues, et ça permet d'être vu à l'étranger. Mais pour revenir à ce qu'on disait en toute première partie, ça ne remplace pas l'émotion collective d'être dans une salle de spectacle. C'est pareil quand on voit une fresque, par exemple, à la télévision, quand on la voit en vrai, on ne peut pas ressentir la même chose. Mais le numérique permet quand même d'apporter à la connaissance d'un plus grand nombre un certain nombre de spectacles. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez à l'instant. Le participatif, on l'a mis à l'épreuve aussi, même dans le monde de l'opéra. C'est-à-dire que j'avais mis ça en place il y a une douzaine d'années. L'opéra participatif, un opéra raccourci à 60-70 minutes en français. C'est un travail de longue haleine, surtout sur des enfants qui vont du CP à la 6e, 5e. On travaille d'abord pendant 2 mois avec les enseignants pour leur apprendre. Les enfants doivent avoir 6 ou 7 parties qu'ils chantent. Et donc, on forme d'abord les enseignants. Et ensuite, les enseignants forment leurs propres élèves et ils viennent au théâtre. Alors déjà, ils sont émerveillés d'être dans un lieu qu'ils trouvent en général assez beau. Et puis l'opéra se déroule, c'est une vraie production d'opéra avec de jeunes chanteurs, avec une mise en scène, avec des costumes, avec des décors. Et au moment où les enfants doivent intervenir, sur des chœurs en général, le chef se retourne et il dirige les enfants. Et on limite la salle à 1000 enfants, la salle fait 2000 places, à 1000 enfants par spectacle pour pas qu'il y en ait qui soient tout en haut ou trop sur les côtés. Et devant le succès, on l'a même étendu à des enfants en situation de handicap. C'est-à-dire que pour ceux qui sont déficients visuels, il y a des casques de haute description. Et pour ceux qui sont sourds-muets, et moi à chaque fois, pourtant je devrais être habitué, à chaque fois j'ai les larmes qui me viennent aux yeux, des enfants qui sont donc sourds-muets et qui chansignent en même temps que les autres, c'est-à-dire qu'il y a sur scène, comme on voit dans certaines émissions de télévision, une personne qui chansigne, et au moment de chanter, les enfants, ils chansignent avec les autres, ils chantent en vrai. Donc,
on peut amener les gens. Le prix, vous m'aviez posé la question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, sauf pour des familles, et malheureusement on sait qu'il y en a de plus en plus pour lesquels chaque euro est vraiment très très important. Mais finalement, le prix d'une entrée à un musée, alors quand c'est dans la rue, c'est gratuit, le prix d'un livre, le prix d'une place de cinéma ou l'accès à un musée, c'est quoi comparé à un match de foot? Je regarde les deux jeunes là qui sont devant. Ou comparé à des spectacles à Bercy de grandes stars, que ce soit du rap ou que ce soit Madonna ou Rihanna. Je sais parce que je connais des gens qui y sont allés que Radiohead a fait une tournée à Madrid, c'était 300 € les meilleures places. Au Théâtre des Champs-Élysées, des places à 5 €, on y entend très bien, mais on ne voit pas grand-chose. Pour un concert, ça va, pour un opéra, c'est plus compliqué. Mais il y a des places à 10, 15 €. Le prix n'est pas un problème. Le problème, c'est de faire venir les gens, de trouver des moyens de les faire venir. Et le numérique peut être un bon moyen, parce que pour faire des petits teasers, on a fait parfois des bandes dessinées qui parlent beaucoup aux jeunes pour essayer de leur décrire l'opéra ou les principaux ressorts du livret. Mais il faut les faire venir et il faut les faire revenir. Et c'est là vraiment tout l'enjeu. C'est à nous d'être bons dans la qualité des spectacles, dans l'inventivité qu'on peut avoir pour qu'ils se disent finalement c'est pas si mal, c'est pas si cher. Et puis même si je suis avenue Montaigne et que je suis avec un jean baggy, des baskets et un gros sweat, c'est pas grave. Je suis comme une partie du public et je suis moi. Et ce qui est important, c'est d'être moi. Mais on a tous les mêmes enjeux, c'est-à-dire il faut que les pouvoirs publics nous aident aussi. Il faut que la culture, en général, c'est mon avis personnel, soit encore plus présente à l'école et dès le primaire. Je pense qu'il y en a eu il y a une vingtaine, il y a une trentaine d'années. Je pense que c'est en train de disparaître. Et je pense que c'est très très important de commencer très très jeune. Je vais citer, pardon, ça se fait pas en général, un exemple personnel sur la musique classique que je disais être considérée comme une musique savante de ma propre fille, qui évidemment était un peu avantagée par rapport à la musique classique, puisqu'à l'âge de 4-5 ans, elle venait au Théâtre des Champs-Élysées et elle venait en coulisses, elle avait les habilleuses, les maquilleuses qui s'occupaient d'elle. Et donc quand elle a eu, pardon, ça fait un peu boomer de dire ça, mais quand elle a eu un iPod, on lui a mis de la musique dessus, et un jour, je la vois dans sa chambre avec sa petite tête et son gros casque. Et j'entendais à travers le casque qui était très fort une symphonie de Tchaïkovski qu'elle avait entendue précédemment au sein du théâtre. Et je lui tapote sur l'épaule et je lui dis qu'est-ce que tu écoutes? Et elle me regarde comme si j'étais un débile profond. Elle me dit de la musique. Et elle avait je ne sais pas ce qu'elle écoutait à l'époque, du Amy Winehouse ou du Rihanna, mais elle avait aussi du Mozart et du Tchaïkovski. Et pour elle, Tchaïkovski, c'était la même chose que Rihanna ou Amy Winehouse. Et c'est pas parce qu'elle est géniale, même si elle l'est, c'est juste parce que nous, ses parents, on lui avait porté la musique classique à sa connaissance et qu'elle aimait ça. Et notre rôle pour rajeunir le public, c'est de les prendre par la main, et il faut que les pouvoirs publics nous aident et réintroduisent un petit peu plus, à mon sens, la culture de façon ludique. On ne va pas avoir des cours de musique et faire des cours de dictée musicale, ça ne sert à rien. Par contre, des écoutes comparées, il peut y avoir plein de façons très très ludiques d'enseigner l'art. Et il faut qu'on se bouge. Merci beaucoup. On vient de voir là, entre les profils de chacun, des expériences de chacune et de chacun aussi, ces forces vives qui se mettent au service de la culture pour les jeunes, mais aussi pour d'autres types de publics. Sabine, est-ce que ce modèle français que vous venez toutes et tous d'illustrer un petit peu ce soir nous permet de mieux résister qu'ailleurs? Est-ce qu'il a encore de l'avenir, ce modèle français particulier autour de la culture, ou est-ce qu'il va falloir piocher un petit peu ailleurs et maintenir une forme d'équilibre pour pouvoir continuer à toucher un maximum de personnes pour la culture? Alors, je pense que si jamais je vous disais que on peut considérer que le modèle français va rester comme il l'était, et notamment dans les années 80 jusqu'à 2000, je serais une menteuse. Je pense que je ne vais pas vous rappeler le budget de la France et les budgets à venir, à mon avis, qui ne vont pas être forcément meilleurs. Après, il y a la question des priorisations, mais ça, c'est un sujet politique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sur quel secteur.
C'est clair que depuis les années 2000, on a baissé en fait il y a une progression qui est moindre sur les crédits apportés à la culture, avec une vraie différence après 2010 où on a quand même un petit décrochage. Et là, ça va pas s'améliorer en 2025. Le modèle français d'aide et d'appui, en fait, c'est un modèle qui est très spécifique. C'est un modèle quand même qui est aussi européen, parce qu'en fait, je pense qu'on est quand même plus proche de nos amis européens et on a à peu près tous les mêmes enjeux aujourd'hui, mais on a tous aussi les mêmes aides. La France est particulièrement privilégiée, notamment en termes de lieux, mais qui va aussi être sa faiblesse. Parce que je pense que dans les prochains enjeux, dans la culture, il y a deux sujets. Il y a l'aide à la création, c'est-à-dire comment on aide les artistes en fait. Comment on s'assure d'avoir les futurs chefs-d'œuvre de demain. Je la fais courte, mais c'est quand même ça. Et puis, ça c'est un premier sujet, c'est-à-dire comment on aide les artistes et la création. C'est-à-dire que la création, c'est pas qu'un artiste, c'est que si jamais il y a un compositeur, il faut qu'il soit joué. Et donc ça nécessite de donner des crédits à un orchestre, etc., une salle, etc. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui est un vrai enjeu dont on parle assez peu, qui est la notion du lieu. Un lieu, c'est autant de réparation, autant d'adaptation, autant de tout ce qu'on veut, et c'est des gens qui travaillent dans ce lieu. Et tout ça, c'est très clairement une très grosse partie en fait du budget dans une institution culturelle. Et ça grève très fortement en fait les budgets qui sont alloués au premier sujet que je viens d'évoquer, qui est la création en elle-même. Dire que l'État va pouvoir faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pas possible. Donc il faut qu'on aille piocher chez nos voisins et notamment chez les anglo-saxons, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps, mais pas forcément aussi bien qu'eux. Et c'est d'embarquer avec nous des gens comme vous, c'est-à-dire que les entreprises, des chefs d'entreprise eux-mêmes. Souvent, ça passe par ça quand même. Là, on revient à l'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui aide, une entreprise qui aide, c'est d'abord un chef d'entreprise qui a envie de le faire. Aussi bon soit-il les directeurs de la communication ou ceux qui sont en charge du mécénat, ça ne marchera pas tant qu'il n'y a pas une personne qui a envie de le faire et qui a compris l'intérêt de ça. Ça, on le connaît tous parce que ça fait partie des rôles des dirigeants en fait, d'avoir ce dialogue en fait avec des Donner gens. envie. Donner envie. Donc on est obligé, parce que ça fait partie du public, on parlait des publics tout à l'heure, le public essentiel qu'on oublie, en fait, souvent, c'est celui qui aide financièrement en fait, une institution culturelle à pouvoir avoir, je vais dire, un peu plus de souplesse en termes financiers pour pouvoir créer des choses. Et c'est un public important. Je pense que le deuxième public, c'est aussi nos collègues à l'étranger. Ça, on l'oublie aussi, et c'est ce qu'on appelle les coproductions. Ça, c'est aussi une dimension très importante qui se fait depuis très très longtemps en fait sur tout ce qui est spectacle vivant, qui est un peu plus neuf sur tout ce qui est muséal, mais ça va se faire aussi, ça se fait de plus en plus. Donc je pense qu'il va falloir qu'on aille piocher des choses chez nos voisins en termes financiers, et je pense qu'il faut aussi s'inspirer des choses qui sont faites par des institutions très neuves en Chine et au Moyen-Orient où ils construisent des outils qui sont phénoménaux parce que eux ont les crédits pour le faire. Mais encore une fois, ils se posent la question du public d'aujourd'hui et ils font des choses qui sont assez étonnantes et il faut être assez humble pour avouer que ça marche. Et aller les prendre, les récupérer et essayer de faire pareil. C'est-à-dire que si on prend par exemple le musée national du Qatar, un musée national qui soit français ou qatarien, c'est toujours assez flonflon. Ils ont demandé en fait à David Lynch et par exemple à des gens comme Sissoko de faire des films artistiques pour pouvoir illustrer en fait tous les outils qu'on voit. Donc ça peut être les animaux du coin, les outils, etc. Là, tout ce qui est archéologique. Eh ben ça marche. Voilà, en Australie, quand on est à la NGV, qui est le plus grand musée de Melbourne, le directeur a décidé qu'il ouvrait les portes de son musée gratuitement tout le temps et qu'il met l'œuvre centrale en fait de l'exposition et de ses expositions au centre de son musée, comme le faisait à l'époque Pompidou, mais c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive dans le forum, on s'installe et on a l'œuvre majeure en fait de l'artiste qui est là et qui est en accès libre. Et ben, ça marche. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut aller chercher chez les autres, il faut être humble et se dire qu'il faut peut-être faire un petit reset chez nous en disant que peut-être
notre tradition, notre excellence, notre performance, qu'on est quand même bon, on a le contenu. Le contenu, on l'a. Les collections, on les a, le répertoire, on les a, les artistes, on les a. En revanche, il faut accepter de distordre un tout petit peu les outils de diffusion et d'accepter d'aller voir chez les autres les choses qui sont plus fun, plus marrantes, plus innovantes, plus... Voilà. Et ça, je pense que ça, c'est pas si mal. Hein. Voilà. Et du coup, il faut laisser, effectivement, il faut être beaucoup plus humble et laisser parfois son ego de côté. C'est-à-dire que des coproductions, c'est vrai que ça existe depuis longtemps dans le spectacle vivant, et heureusement, pourquoi dépenser 2 millions d'euros pour faire 6 représentations d'un opéra dans le monde d'aujourd'hui? C'est absurde. Mais peu importe, si on voit un spectacle formidable à l'étranger et qu'on décide de le faire venir à Paris, l'ego de se dire c'est mon spectacle, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai pensé, il faut le laisser de côté. Pour une exposition, je pense que c'est pareil. C'est une exposition magnifique, et ben c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est pas moi qui l'ai imaginé, mais je la fais venir parce qu'elle est formidable. Mais c'est des démarches qui sont en train de se faire parce que les moyens sont de moins en moins importants. Et dans le monde économique qu'on traverse aujourd'hui, je suis pas sûr que les budgets de la culture, malheureusement, soient en expansion. C'est donc à nous, pour faire face aussi à beaucoup de coûts qui, eux, sont en progression importante. Enfin, dans le spectacle vivant, le coût des matières premières, que ce soit les décors ou les costumes, sont oui, dans une progression très inquiétante. On est donc obligé de trouver des moyens de financement sans faire plus appel à l'État et nous creuser la cervelle pour, oui, coproduire, inventer d'autres formes de création. Et je trouve que c'est bien parce que c'est excitant intellectuellement en même temps. Et puis peut-être juste un tout petit point, je reviens sur un point que vous évoquiez sur l'importance d'aller vers tous les lieux d'éducation. Ben, par exemple, en Chine, ils ont créé un musée dans l'université de Tsinghua University il y a une dizaine d'années. En gros, c'est l'équivalent de Harvard en Chine. Ils ont décidé de mettre au cœur de la faculté, en fait, un musée. Et ils font plancher tout le monde comme le MIT le fait, en fait. Ils font travailler tous les cœurs de métier sur le musée. Voilà, et ben ça donne des choses, c'est-à-dire qu'on vous préparez, alors là pour le coup, très clairement le public de demain, tous les décideurs de demain. C'est-à-dire que si vous mettez aujourd'hui, si vous prenez aujourd'hui le Saclay, il y a énormément d'universités, et notamment chez les ingénieurs, en fait, qui font plein de choses avec la culture, et on fait pas assez, nous, par exemple. On fait pas assez le pas. On dit, à chaque fois qu'on se voit, on dit bah oui, super, on va faire des choses, et en fait, on les fait pas vraiment. Donc je pense qu'il est maintenant, il est temps de se dire, ok, c'est une super idée, et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour le faire en vrai, et pas forcément là pour le coup avec des gros budgets, mais de reprendre le sujet par le vrai bout de la lorgnette, en se disant, bah, soyons un peu inventifs, et tentons des choses. Ça marche pas, c'est pas grave, hein, mais tentons des choses. Hein. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes encore pour échanger sur ce sujet absolument passionnant. Maintenant, je vais arrêter de vous assommer de questions. Je vais me tourner vers les deux panélistes qui sont juste là. On a ce soir Yanis Ben Mohamed et Malo Domenech qui ont quelques petites questions pour vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, ma question, il y aura peut-être des réponses différentes selon les intervenants. Récemment, on a pu entendre, je prends l'exemple du cinéma, qu'un bon film de cinéma, ça se mesurait au nombre de places qui a été prise. Bon, c'est un exemple à part. La culture au global et l'art, comment est-ce que ça se mesure? Comment est-ce qu'on quantifie la réussite d'un projet culturel? Comment est-ce qu'on mesure la qualité d'un projet culturel? Et au-delà de ça, est-ce que le but, quand on crée le lien avec un public, est-ce que le but, c'est de lui plaire ou est-ce que le but, c'est de le toucher, positivement ou négativement, mais de le toucher? Oui, c'est une question super intéressante et super difficile. Comment mesurer la réussite d'un spectacle? Je pense que c'est, à moins que Marc me contredise, qu'il ait une fiche dessus, mais pour moi, c'est inquantifiable. Le succès, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est effectivement quand on a touché les gens. Mais il y a des spectacles qui ne trouvent pas leur public, soit parce que on n'a pas assez bien communiqué dessus, soit parce que le sujet est trop difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. C'est extrêmement difficile de mesurer ça.
Mais souvent, le public, c'est Barbara, la chanteuse Barbara, je pense que tu dois connaître, même si elle est d'une autre époque, qui disait il faut faire confiance au public, le public il a du talent. Il faut juste avoir les moyens de tenir parce qu'il y a des spectacles qui sont très bons, qui démarrent très très lentement parce qu'on a très peu communiqué dessus. Et donc c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Il faut juste que les gens aient les reins financiers suffisamment solides pour que la machine se mette en marche et que les salles se remplissent. Mais c'est très difficile de répondre à cette question parce que, comme je le disais tout à l'heure, et heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas aimer le même spectacle, comme tout le monde ne peut pas aimer le même film. Je pense que, j'en parle parce que je l'ai vu récemment, la récente Palme d'Or de Cannes du mois de mai dernier. Je ne sais pas si j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont vu dans la salle. Alors, il y a des gens qui vont systématiquement voir les Palmes d'Or ou qui lisent systématiquement les prix Goncourt, mais c'est ce film iranien qui est absolument magnifique et quand même particulièrement difficile, et ça ne va pas trouver en nombre d'entrées le même nombre de personnes qu'un blockbuster américain, c'est évident. Mais je suis même pas sûr qu'on puisse comparer les deux, c'est deux genres différents. Entre Charles Aznavour et Jules, par exemple, ou Riley's, qu'est-ce qui est mieux? C'est différent. Et je pense que je ne vais pas citer des exemples de spectacles, de films ou de musique que je trouve mauvaises, ça peut arriver aussi. Mais ça m'est arrivé de me planter dans une production d'opéra et que le spectacle soit vraiment pas à la hauteur de mes attentes. Mais c'est pas grave, ça c'est le risque de la création. Mais je ne crois pas que le nombre d'entrées soit un bon moyen de mesurer le succès d'un film. Enfin, ce film iranien, par rapport à un blockbuster américain, je pense qu'on doit diviser par 10 le nombre d'entrées. Pour le festival, moi je suis très content parce que je mesure à chaque fois. Et donc quand je me fais engueuler sur LinkedIn, parce que je n'ai pas de réseaux sociaux, comme quoi le festival devrait devenir payant parce que les gens ne peuvent pas rentrer aux conférences, je suis très content. Voilà, je me dis, c'est de la littérature, donc on se dit, c'était plein, je me fais engueuler, donc c'est très bien et on va continuer. Donc l'année prochaine, il faudra un espace encore plus grand pour accueillir plus de monde. Donc nous, on mesure ça de cette manière-là. Donc on souhaite rester gratuit parce que c'est vraiment aller chercher le public sur la partie littéraire. Et donc ce sont des conférences. Et ça m'est arrivé cette année, c'est la première fois que ça m'arrive. On ne peut plus rentrer, en gros, faites payer. Donc ça on travaille aujourd'hui sur ne pas faire payer, mais trouver d'autres endroits. Et si on doit trouver d'autres endroits, c'est-à-dire trouver d'autres financements mais sur d'autres festivals, c'est comme ça qu'on mesure le succès, c'est de voir chaque année de plus en plus de monde venir assister aux conférences. Alors moi j'avais une question, déjà bonsoir à tous, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance d'avoir des pôles culturels comme des lieux de rencontre, comme des musées, des théâtres. Et est-ce que donc il y a le fait que tous ces pôles culturels soient centralisés à Paris et dans les grandes villes n'empêche pas un certain public d'accéder à cette culture? Il n'y a pas qu'à Paris. Ils ne sont pas forcément centralisés à Paris. Ouais. Le Lubéron, vous avez Festival d'Avignon, vous avez la photo à Arles, vous avez le lyrisme à Aix. Il y a des zones comme ça. Là, tu parles de grandes villes. Enfin, non, mais c'est une région où dans des petits villages que je connais un peu partout en France, il y a des festivals, il y a du cinéma en plein air, ça existe dans le sud, où il fait particulièrement beau, sur des places de villages où il y a 300 habitants, il y a du cinéma en plein air. Donc, oui, il y a plus d'argent. La France est un pays qui est très centralisé autour de Paris. Pardon ? Jacobin est centralisé. Oui, mais il y a quand même beaucoup de culture en province. Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller beaucoup dans différentes régions de France, mais il y a des festivals l'été partout, il y a des églises. Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui mettent un point d'honneur à diffuser la culture. J'en connais un, je pense que le nom ne va pas parler forcément à grand monde, qui s'appelle Jean-Christophe Spinozzi, qui est un chef d'orchestre un peu spécialisé dans le baroque, qui a toujours une énergie incroyable. Il dirige dans le monde entier, il est basé à Brest.
où il habite, et il passe au moins 3 mois de son temps, alors qu'il pourrait être à New York, à Londres ou à Munich, à aller dans tous les petits villages bretons, et que ça soit dans une église ou dans une salle des fêtes. Imagine, l'autre jour, j'étais dans un village, il y avait 300 habitants, on était 30 dans la salle, et il donne des concerts. Donc il y a des artistes qui ont envie de diffuser la culture là où les gens ne peuvent pas y aller, et heureusement. Après, il y a aussi plein de choses qui se font. Je suis assez d'accord avec vous. Si on prend par exemple Lyon, l'Opéra de Lyon, qui fait des représentations en fait dans plein de villes autour de Lyon. En fait, ils ont un format qui est un format un tout petit peu plus allégé, mais les opéras ou les ballets en fait circulent dans la région. Je vous rejoins tout de même, et là je dois quand même dire que de partout dans le monde, il y a soit des capitales, soit des villes majeures où il y a de toute façon une offre culturelle qui est plus importante qu'ailleurs. Ça existera toujours. Je veux dire, New York, ça restera la ville de la culture aux États-Unis. Et c'est ainsi, je vous rejoins tout à fait, c'est que la France a cette chance-là. C'est-à-dire que je pense que c'est plus facile d'avoir accès à de la culture au Puy-en-Velay qu'au fin fond du Texas. Donc là, c'est clair qu'on est aussi très privilégiés. Je pense qu'on en revient au sujet de l'éducation artistique, qui n'est pas faite que pour les enfants. On l'oublie souvent, c'est-à-dire que l'éducation artistique, c'est tout au long de la vie. On a le droit d'être bousculé, d'être j'allais dire, nourri par l'art, en fait, tout au long de sa vie. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas le temps. Donc on peut aussi être à la retraite et puis être bousculé par un festival de littérature et y revenir, et puis se trouver une nouvelle passion et passer des heures à lire, chose qu'on n'avait jamais faite avant. Et je pense qu'il y a aussi une décorrélation à faire, parce que pour l'instant, l'éducation artistique pour tout le monde, c'est à l'école. Et je pense qu'on l'oublie, c'est qu'on abordait tout à l'heure le sujet des adolescents. Je pense qu'il y a un vrai... En tout cas, une vraie action qu'il faudrait que tout ce qu'on fasse, c'est parler plus à ce public-là, parce que si on revient au sujet neuronaux, tout ce qui est émotion, stabilisation des émotions, va de grosso modo 13 à 26 ans. Si on parle de culture, on est sur l'émotion pure, c'est là où il faut qu'on vous parle. Enfin, parce que c'est exactement là où, en gros, l'intérêt d'avoir accès à la littérature, qui est une autre forme d'intelligence, le théâtre, la musique, qui est une autre forme de lecture, c'est obligatoire. Et ça structure non seulement une pensée, mais ça structure en fait votre pensée dans tous les domaines qui vont être dans la pensée. Vous serez différent au travail, vous serez différent avec vos copains, vous serez différent avec vos enfants. Votre manière de voir et de percevoir la vie en fait sera totalement différente. Et là, pour le coup, on a tous les mêmes aptitudes. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre à percevoir l'art. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Cette chose-là, on le voit, les enfants qui ont été... qui ont eu la chance, parce que c'est aussi une chance quand même, d'avoir été à proximité d'œuvres d'art très jeunes, voilà, ils sont plus aptes après à avoir une sensibilité, et ça apporte des choses dans sa vie de tous les jours. Mais d'abord, c'est jamais perdu. 2, c'est toujours possible. Et c'est à nous de le faire. Et pour répondre à votre question, je pense que oui, on fait beaucoup en région chez nous. Je pense qu'on peut faire mieux, et notamment au-delà de l'école, dans des endroits très spécifiques qui sont peut-être encore à inventer. Je me retourne vers l'artiste qui est ici, elle fait sa part du job. À moi de vous poser une question. Est-ce que vous lisez et est-ce que vous allez au spectacle vivant? Et répondez, il n'y a aucun jugement en fonction de votre réponse. Et si oui, qu'est-ce qui vous a donné envie, soit de lire, soit d'aller voir des spectacles vivants? Ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que le mois de novembre, c'est un peu le mois des prix littéraires. Et à titre personnel, je me suis plongé dedans un petit peu ce mois-ci. Donc j'ai essayé de lire pas mal. Et je pense que la littérature, c'est quand même aussi un biais familial. Parce que moi, maman lit beaucoup, papa lit beaucoup, et du coup, on est plus facilement enclin à lire. Et ce que je peux voir, par exemple, chez moi, je sais que j'ai une bibliothèque. Je sais que tous mes camarades n'ont pas forcément une bibliothèque chez eux. Et c'est là où je suis peut-être un peu en désaccord avec vous, quand vous dites que les places de cinéma, ça coûte moins cher qu'autre chose, les places de théâtre, etc. Je pense que c'est pas uniquement une question de prix. Non, je suis complètement d'accord.
C'est aussi une question d'habitude, c'est aussi une question de est-ce que les parents ils peuvent emmener leurs enfants au cinéma ou au théâtre souvent On est complètement d'accord. Je me suis sûrement mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que justement, pour moi, le prix n'est pas un frein à l'accès à la culture. C'est effectivement l'éducation et l'environnement familial qui doivent être les moteurs. Mais on ne peut pas dire que la culture soit chère, tout particulièrement en France par rapport au monde américain, par exemple. Je pense qu'elle le devient. Je pense qu'elle le devient. On a vu par exemple les prix de cinéma, les prix des places de cinéma ont évolué énormément depuis les dernières années. Même moi qui suis jeune, je le vois. Donc je me dis que pour des gens qui ont vu ça grandir petit à petit, ça inquiète un peu, je pense. Non, bien sûr. Après, il y a aussi une question d'information, parce que moi, je le vois, je pense que peu de jeunes savent que les musées sont gratuits jusqu'à 26 ans. C'est une chance inouïe, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à 26 ans, vous pouvez aller au musée, revenir, c'est gratuit dans tous les musées nationaux. Et je pense qu'on ne vous le dit pas assez, en tout cas, on ne le dit pas assez aux jeunes. Donc je pense qu'il y a aussi des dispositifs d'information qui ne sont pas suffisamment bons. Est-ce qu'il faut faire plus de pubs sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Il y a énormément de salles de spectacle vivants en fait, qui font aussi des tarifs préférentiels pour les musées. Enfin, par exemple, chez vous, c'est dément. C'est-à-dire que vous achetez une carte à 15 € et après, vous avez des places à 10 €. Il y a des Champs-Élysées, c'est 10 € les concerts, 20 € les opéras, et pas tout au poulailler derrière un pilier. Enfin, on n'a pas de pilier. Mais où vous verrez rien, c'est sur les 3 premières catégories. Vous achetez une carte effectivement en début de saison, comme une carte SNCF, et vous avez accès, il y a 150 places par soir pour les moins de 26 ans, à 10 €. Voilà, c'est presque moins cher qu'une place de cinéma, mais il faut le faire savoir. Et après, il y a aussi plein de dispositifs qui ont existé depuis très longtemps, que Christophe Hermalis n'est pas là, mais le Pass Culture, ça marche quand même. Et il y a des ancêtres du Pass Culture. Par exemple, à Lyon, pour toutes les universités, toutes les écoles, en fait, il y avait une possibilité, mais il y a très très longtemps, avant que les smartphones n'existent, on pouvait, en échange d'être présent aux premières, donc à toutes les premières, je parle plutôt des spectacles vivants, du cinéma, etc., ou alors les vernissages, on pouvait avoir accès à ça de manière gracieuse toute l'année, avec une obligation, c'était de délivrer une critique en fait, et de l'envoyer à l'époque par la poste. J'ai vraiment l'impression de faire ancêtre, mais de l'envoyer par la poste en fait à l'institution qui nous avait accueillis. Bah, ça, c'est un dispositif pour les étudiants comme moi qui avaient peu d'argent. Et c'est comme ça que j'étais 3 fois par semaine, en fait, voir de Dostoïevski au théâtre, d'un opéra de Wagner, etc. Sans ça, très clairement, je passais à côté de la moitié de ce que je suis aujourd'hui. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir qui sont aussi simples que celles-là, et qui sont... je pense qu'on va devoir être à nouveau inventif. C'est-à-dire que si on revient aux baisses de budget, je pense que si on veut préparer, c'est-à-dire que si on va avoir un public demain, si on estime, et on revient au tout début de votre première question, que c'est vital, il va falloir se remonter les manches et inventer des choses. Pour le coup, on a besoin de vous, parce que sans parler de nos enfants, mais nous, je pense que la ministre de la Culture, elle a fait des choses qui ont... Voilà, mais il y a une chose qu'elle a obligé les institutions à avoir au sein de leurs équipes, des jeunes qui viennent, qu'on interroge et à qui on demande très clairement qu'est-ce que vous en pensez. Ok, est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce qui manque dans le musée? Qu'est-ce que on peut aimer ou pas, mais c'est pas mal. Et c'est vrai que qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous attendez? Et il faut aussi nous répondre quand on vous pose la question. Et puis on va avancer ensemble. Merci beaucoup. On m'a fait signe, il reste 1 minute. Donc si jamais il y a une question dans la salle, une question au fond. Merci. Bonjour, je suis journaliste et je fais des ateliers en prison. Et je voulais vous partager une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, un détenu m'a dit « Moi, je ne crois pas aux dinosaures ». Alors, j'ai l'habitude des fausses informations, mais alors celle-là, elle m'a séché un peu. J'ai réfléchi et je lui ai dit, mais comment vous pensez qu'on sait qu'il y a des dinosaures qui ont vécu sur Terre? Et alors, il a réfléchi, il m'a dit, c'est écrit dans un livre. Je pense que pour lui, c'était un livre religieux. Je lui ai dit, non, c'est parce qu'on a trouvé des squelettes. Et d'ailleurs, le jour où vous allez pouvoir sortir, vous pourrez aller au musée d'histoire naturelle à côté de la gare d'Austerlitz et vous pourrez voir des squelettes reconstitués.
Et là, il m'a fait cette réflexion qui me fait toujours beaucoup réfléchir. Il m'a dit, mais moi, j'ai le droit d'y aller. Et voilà, pour moi, la culture, c'est ça. Donc, j'avais envie de vous demander, Madame Mussem et Monsieur Tête des Champs-Élysées, vous avez beaucoup parlé des publics qui doivent, que vous devez faire venir. Mais vous, le Mussem et le Tête des Champs-Élysées, qu'est-ce que vous faites pour aller vers ces publics sur leur terrain? 30 secondes. Moi. Et moi, j'ai ma fiche. Ouais, je ne suis pas Madame Mussem, mais je connais le Mussem. Mais je pense que, alors, je vais vous donner un exemple que j'ai dit il y a très, très peu de temps à des étudiants dans le cadre de la Biennale de Lyon. Et j'allais les voir parce qu'ils avaient participé à la création d'une œuvre. Et j'ai dit, bon, on va partir d'un prérequis, c'est-à-dire que tout le monde va se mettre d'accord ici sur le fait qu'on n'est pas, je rejoins sur ce que vous dites, quand on voit un musée ou quand on visite une exposition, on n'est pas obligé, de tout aimer. Donc, je vais vous expliquer comment nous, professionnels, on voit un musée, comment nous, on consomme des musées. Alors, c'est pas compliqué, on consomme un musée et on consomme les œuvres d'art, et je prends exprès ces mots, c'est-à-dire qu'en fait, on va à la découverte d'œuvres d'art sans a priori, on va comme si jamais on avait un date. En tout cas, on se dit, tiens, je vais me mettre en disposition de tomber amoureux et je vais aller dans un bistrot. Tout le monde ne va pas me plaire. Peut-être que personne ne va me plaire, mais c'est pas pour ça que j'arrête de me dire que je vais avoir un date. En fait, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'il faut se dire que je vais apprendre des choses, je vais voir des choses. Si jamais je rentre dans un musée et que rien ne me plaît, voilà. Mais c'est pas pour ça que j'y retourne. C'est fait pour moi. C'est pas beaucoup plus intimidant qu'un bistrot. C'est la même logique, en fait, on est là pour tomber amoureux. Et vraiment, la relation entre nous et une œuvre d'art, elle est pareille pour qu'on soit petit, moyen ou grand. Il n'y a pas de sacralisation à avoir. Et là, je reviens sur la logique de la fin des musées qui ressemble à des livres avec une white box et avec une œuvre à côté d'une autre, avec un cartel en dessous, avec juste le titre, l'année et le mix média. C'est absurde. Donc là, très clairement, il faut qu'on réinvente des choses. On désacralise, en fait. Il faut qu'on désacralise vraiment, mais très clairement, nos institutions. Pour répondre très très brièvement sur le théâtre des Champs-Élysées et les artistes de musique classique en général, il y a beaucoup d'artistes qui vont donner des concerts, évidemment, gratuitement, en prison. Et qu'ils le font parce qu'ils trouvent que c'est indispensable d'aller vers ces personnes. Ça ne se sait pas, mais ça existe, et il y en a de plus en plus. Et moi, l'équipe avec qui j'étais hier revenait de la prison de Corbas, puisqu'on accompagne les femmes, c'est une prison de femmes. Donc on a monté un atelier littéraire, elles sont en train d'écrire un abécédaire, donc chaque semaine il y a une lettre, donc elles s'expriment, et on est en train de chercher une maison d'édition on va la trouver, pour éditer le bouquin de l'année prochaine. Donc il y a vraiment, et on fait également, on va dans les EHPAD, on va dans les hôpitaux. L'année dernière, il y a 2 ans maintenant, on avait réfléchi avec Gallimard comment faire voyager les personnalités, et pas avec des bouquins sur la carte d'une ville ou d'un pays, mais avec des romans de Gallimard, collection blanche, donc mettre une bibliothèque, un Billy de chez Ikea, je ne fais pas de pub, mais avec les bouquins, les très beaux bouquins de la collection blanche de Gallimard, et faire voyager les personnes qui malheureusement ne peuvent pas bouger. Mais les prisons, c'est un sujet d'actualité, j'en parlais tout à l'heure, 60% de récidive. Donc il faut investir, et on le fait avec la littérature. Et moi, l'équipe du festival est très engagée depuis 2 ans à la prison de Corbas, qui est une prison de femmes. Merci beaucoup. Merci.